Nous allons reprendre en plénière après cette séquence espace ressources. J'espère que vous avez pu tous trouver des interlocuteurs qui ont pu vous faire prendre, vous donner connaissance d'outils, de ressources documentaires, sachant que par la suite, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais toute la journée est filmée. On vous mettra les supports filmés à disposition. D'ailleurs, on vous avait mis dans le message, si vous vous opposiez au droit à l'image, vous pouviez nous le signaler si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Donc vous aurez tous les supports et nous allons nous attacher aussi à mettre les supports qui vous ont été présentés par l'ensemble des partenaires à disposition, probablement par notre espace Resana, enfin les moyens les plus adaptés. Donc merci à tous les partenaires et les collègues de l'ARS qui étaient sur les espaces ressources. Donc maintenant, nous allons donner la parole à monsieur Didier Jacotot, directeur de cabinet de pilotage et des territoires de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, sur une séquence animation territoriale vers le développement territorial en santé, une nouvelle étape de nouveaux outils, dont l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. C'est comme tu veux. Merci Isabelle, bonjour à tous. Donc comme vous le voyez, vous n'êtes pas trompés, on est bien en Nouvelle-Aquitaine et on va parler de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors si on passe sur la slide suivante, où je vous fais un plan de la présentation qui va être en plusieurs étapes avec l'introduction et puis après ce qu'on va voir cet après-midi. Tout d'abord, on peut passer les slides suivantes. Alors il y a beaucoup de slides, mais je vais tâcher de faire bien, mais au moins ça vous laissera une trace, puisque, comme Isabelle l'a rappelé, vous aurez le document à la suite. Slide suivante. Alors, déjà en premier, remercier Isabelle et Olivier qui m'ont proposé d'intervenir dans ce séminaire. Alors, je vous avoue que je me demandais un peu pourquoi au départ. Quelle serait la plus-value qu'on vienne depuis Dijon jusqu'ici? Bon, on en a discuté, effectivement. J'ai vu aussi tout l'intérêt de participer et de partager un peu les expériences de ce qui se fait dans chacune de nos ARS. Donc un petit rappel pour vous situer où est la Bourgogne-Franche-Comté. Donc on est à l'est, c'est pas le Grand Est, c'est pas le Nord, mais il fait froid quand même. Ça a dû vous surprendre que je sois avec une écharpe jusqu'à 2 heures, malgré le temps, mais on a l'habitude du froid. Vous dire à titre de comparaison que nous aussi, on est une région viticole. Je n'irai pas plus loin, je ne m'aventurerai pas sur la comparaison entre le Bourgogne et le Bordeaux. Tout ce qu'on peut dire en tout cas sur notre région, et je vous ai mis sur la slide suivante quelques chiffres clés, mais on l'a vu, en fait, c'est une région qui est vaste et peu peuplée, comme on dit, puisqu'on a une population de 2,8 millions d'habitants, ce qui représente une densité de 59 habitants au kilomètre carré. Si on compare par rapport à la France, on est à un peu plus de 106. Donc vous voyez, quand même, on est peu peuplé avec des distances. Si on prend de Nevers pour aller à Belfort, ce qui fait à peu près la traversée de la Bourgogne, il faut compter 5 heures en voiture. Et pareil, si on fait de Sens jusqu'au fin fond du Jura, on est à peu près sur 5 heures. Donc voilà, on n'est pas non plus bien équipé en autoroute et autres. Voilà. Au niveau des CLS, puisque c'est quand même l'objet d'aujourd'hui, on est à peu près comme vous, 88% de la population qui est couverte par un CLS, avec une trentaine de CLS signés ou en cours de signature ou de renouvellement. Et puis 34 postes d'animateurs santé que nous finançons. On cofinance à hauteur de 50% ces postes. Et d'ailleurs, par rapport à ce qui a été dit ce matin, il y avait une conseillère régionale. Le conseil régional peut également, nous, en région, financer des postes d'animateurs santé et d'ailleurs est signataire de l'ensemble de nos CLS. Ensuite, présentation sur les CPTS, nouvel acteur qui est arrivé il y a quelques temps, mais avec une couverture, là encore, de 80% de la population. Donc c'est un acteur qui prend bien sa place et on le verra plus tard dans l'exposé. Des MSP, on a un maillage quand même qui est assez complet, puisqu'on a 154 maisons de santé, on en a 15 qui sont multisites et 24 antennes. On verra qu'après, les antennes, c'est aussi vraiment dans le développement des MSP quelque chose qui est intéressant.
et qui permet justement de pouvoir déployer dans certains territoires de l'offre de santé là où il n'y a pas nécessairement des médecins en nombre, ce qui est le cas un peu partout. Et après, sur le sanitaire, je n'irai pas plus loin, hein, vous avez les chiffres, 130 établissements, donc on voit que la concentration n'a pas été toujours faite dans nos territoires, parce qu'il y a des territoires, je pense notamment à la Saône-et-Loire, où on a encore énormément d'hôpitaux, donc ce qui peut être aussi compliqué derrière à gérer en termes d'accès. Médico-social, on a à peu près 1000 structures, dont 417 EHPAD. Les patients en ALD, je l'ai mis, hein, puisque je viens de l'assurance maladie. Donc voilà, l'assurance maladie avec qui on a travaillé sur les patients en ALD, en précisant qu'on a effectivement réussi à faire baisser leur nombre, même avec une diminution du nombre de médecins et une augmentation du nombre de patients en ALD sur la même période. Un petit focus sur les CNR, puisque santé, hein, le Conseil national de la refondation en santé, qui avait bien fonctionné en Bourgogne-Franche-Comté. Pas mal de réunions, à peu près une vingtaine. On a eu une centaine de propositions. Et derrière, on a demandé à nos conseils territoriaux en santé de se pencher sur ces sujets-là et d'en prioriser 5. Et ces 5 priorités font partie de notre projet régional de santé dans la partie territorialisation. Et puis vous voyez déjà depuis 2023, nous avons financé 24 projets sur le fonds d'intervention régional, ce qui représente un peu plus d'1 million qui ont été consacrés à ces CNR et donc qui étaient vraiment des idées, des propositions qui venaient du territoire. Sur les dépenses de santé, alors pour vous dire quand même, souvent on reproche aux ARS de ne pas mettre de l'argent sur la table. Pour la santé, c'est quand même 11,235 milliards d'euros. Alors, toutes dépenses confondues, bien entendu, avec celles de l'assurance maladie. Elles ne sont pas toutes à la main de l'ARS, mais en tout cas, ça représente quand même une somme non négligeable de financement pour la santé. Et puis sur le FIR, que je gère dans ma direction, hein, une des spécificités de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a une dotation cette année qui n'est plus depuis ce matin à 242 millions, mais à 243, puisque nous avons eu l'arrêté numéro 3. Et que ça représente à peu près 1100 projets. Hein, donc vous faites une moyenne, ça fait 220 000 en gros euros par projet. Il y en a qui valent beaucoup plus et puis d'autres beaucoup moins, mais en moyenne, ça fait ce montant. Donc dans l'exposé, peut-être, et je ne vais pas m'attarder sur le contexte global, parce que là, je vous ai rappelé en fait les lois, c'est plutôt... Ce qu'il faut rappeler, que c'est dans la territorialisation, c'est la volonté d'être au plus près des territoires et de leurs spécificités pour essayer ensemble de trouver des solutions, solutions qui se retrouvent dans les contrats locaux de santé. Sur la slide suivante, la territorialisation. Là aussi, c'est un sujet. C'est quoi d'abord la territorialisation? On peut prendre 2 principes pour moi sur la territorialisation. L'animation territoriale, dont on a parlé, et vous verrez que pourquoi on utilise de moins en moins ce terme, voire plus du tout en Bourgogne-Franche-Comté. Donc effectivement, on l'a dit ce matin, hein, et c'est là où finalement on se rend compte qu'en ARS, on n'a pas été orthogonal, ce qui me rassurait, on a à peu près les mêmes fonctionnements. Donc beaucoup de synergie avec l'ensemble des parties prenantes de la santé, hein, je ne les rappellerai pas, on les a tous cités ce matin. Et puis de décliner ces politiques de santé nationales, régionales, avec les différents plans, les différentes orientations qu'on peut avoir, et en les adaptant aux spécificités et aux besoins de chaque territoire de proximité. Alors dans tout ça, que fait l'ARS? Pour moi, l'ARS, elle a un rôle qui est majeur, et elle en a 2. Tout d'abord, elle est garante, puisque c'est une autorité d'État, donc on a des missions régaliennes, qui est de réguler, de planifier, de contrôler, d'inspecter et bien entendu de faire respecter les équités territoriales, mais également partenaire. Et ça, c'est important sur le partenariat, puisqu'on est partenaire des initiatives et des propositions des acteurs de terrain. On n'a pas la science infuse à l'ARS et on a besoin de tout le monde pour essayer, en tout cas, d'apporter des solutions aux problématiques de nos concitoyens sur chacun des territoires. On peut résumer en fait l'action de l'agence et son rôle par un triptyque qui est l'ARS agit, l'ARS accompagne et l'ARS innove. Et on pourrait presque rajouter l'ARS ne peut pas le faire tout seul et on travaille avec les partenaires. Mais en tout cas, c'est vraiment un besoin de travailler avec un environnement qui sait répondre aux besoins de la population.
Alors, quel est l'objectif de la présentation? Donc, comprendre les enjeux de cette transition. Donc, pourquoi on passe en tout cas en région de l'animation territoriale vers le développement territorial. Et puis, on a vu l'outil majeur, et ça a été redit par le DG de Nouvelle-Aquitaine ce matin, l'outil majeur, c'est le CLS. Mais il n'y a pas que cet outil-là, et à partir du CLS, comment on peut travailler avec de nouveaux outils, justement pour favoriser l'émergence de ces CLS. Le but aussi de cette présentation, c'est de ne pas vous donner de leçons en vous disant que ce qui est fait en Bourgogne-Franche-Comté est magnifique, formidable, malgré tout le teasing qui a été fait par Olivier. Ce n'est pas le cas. Et bien au contraire, je pense que c'est utile, et d'où ma présence depuis ce matin, je trouve que c'est très important de partager, de voir un peu quelles sont les approches, quelles sont les méthodologies de chacun, pour justement essayer de piocher un peu partout, là où on peut avoir des idées pour mener à bien nos missions telles qu'elles sont. Et je le répète, il faut vraiment travailler à la spécificité des territoires. Donc là, on a besoin effectivement de ne pas coller toutes les méthodologies, mais de prendre un petit peu partout où on y est. Donc effectivement, c'est un peu un assemblage, comme pour faire un grand vin. Il faut assembler différents cépages. Vous verrez, je vais faire quelques références au vin. Mais voilà, il faut assembler si on veut un grand cru ou un grand millésime. Si on passe à la première partie, donc comprendre la transition de l'animation territoriale vers le développement territorial en santé. Si on fait un état des lieux, sur la diapo suivante, je vous ai mis la carte des CLS. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vert. Le bleu étant là où on n'a pas encore réussi à convaincre les élus, notamment, de s'engager dans cette démarche-là, ou bien des difficultés avec des communautés de communes qui ne souhaitent pas s'intégrer dans la démarche CLS, même si faisant partie d'un PETR ou d'un pays, puisque c'est le périmètre, que nous avons retenu pour travailler à ces CLS, ils ne souhaitent pas s'engager. Voilà. Alors pour vous dire aussi, ces parties bleues, même si ils ne s'engagent pas dans la contractualisation avec l'ARS, on ne les laisse pas tomber. On travaille quand même avec eux, différemment, certes, mais en tout cas, voilà, on arrive à mettre en place certaines choses. Donc oui, je l'ai dit, nous, le périmètre que l'on a retenu pour contractualiser, c'est le pays. Alors pourquoi? Simplement parce que ce qu'on a dit ce matin, et ça s'est vérifié en Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'il faut avoir des acteurs autour de la table. Et au niveau des communautés de communes, notamment, on voyait qu'on n'avait pas assez d'acteurs, en tout cas dans nos territoires, pour pouvoir mener à bien des CLS. Donc on a trouvé quelque chose qui n'était pas le département, parce que voilà, il y a des problématiques urbaines, il y a des problématiques rurales qui ne sont pas les mêmes, donc c'est difficile de pouvoir travailler sur un CLS sur des périmètres qui sont beaucoup trop grands. Mais voilà, en intra-départemental, ça nous a semblé vraiment le périmètre le plus adapté. Donc, depuis la création des ARS en 2010, vous voyez, il y a quand même bientôt 15 ans, on a vécu plusieurs générations de CLS, dont les premières qui étaient datées de 2011, chez nous en tout cas, où on était plutôt basé sur la prévention et puis un petit peu de soins de proximité avec le développement de l'exercice coordonné. Mais on n'allait pas plus loin. Et puis surtout, on le verra après, c'était essayer déjà de mettre en relation tous nos partenaires. Donc, je ne vais pas rappeler que la territorialisation vise à réduire les inégalités sociales et spatiales de la santé à travers les différentes contractualisations et notamment les CLS. Alors, la réflexion que l'on a menée et le pourquoi on est passé à ce développement territorial en santé, c'est une réflexion qui date de 2019, qui était juste avant le Covid, et qu'on a donc un peu mis en stand-by, en tout cas durant cette période, mais qu'on a repris par la suite. On a regardé quelles étaient les caractéristiques depuis 2010 de l'animation territoriale. Qu'est-ce que l'on voulait faire? Mettre les différents acteurs de la santé en relation. C'est bien. Qu'ils apprennent à se connaître, à savoir ce que fait l'autre. Souvent, c'est un peu ce qu'on nous reproche finalement. On met des gens autour de la table et ils ne savent pas ce qu'ils se font. D'où des redondances, quelquefois, sur des projets,
alors qu'en fait, chacun le fait déjà. Donc travailler ensemble à l'élaboration des contrats locaux de santé. Ça date d'il y a 10 ans. Depuis, on a vu le contexte fait qu'on veut aller vers une territorialisation, fait que depuis le Covid également, on veut travailler au plus près des territoires. Et puis, on regarde que maintenant, dans la transformation du système de santé, on n'est plus uniquement sur ces facteurs-là de la prévention et le soin de proximité, mais maintenant on a une vision, et on doit avoir une vision à 360 degrés, des politiques de santé dans le département, bien entendu, mais également dans les territoires. Il faut donc qu'on ait une vision qui soit intégrée, transversale et systémique à ces enjeux de territoire. Et le rôle de l'ARS, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'impulser, co-construire, là j'ai mis construire, mais en fait on pourrait mettre co-construire avec les acteurs au niveau infradépartemental des réponses qui facilitent le parcours de vie et de santé des populations. C'est important parce qu'au départ on peut réfléchir juste au parcours de santé. Mais on voit bien que si on réfléchit plus, il y a tout ce qui est du domaine environnemental qui doit rentrer en compte, donc on ne peut plus regarder uniquement le parcours de santé de la personne, mais regarder le parcours de vie de la personne. On va de sa naissance jusqu'à son décès et tout doit intervenir, tous les critères doivent être pris en compte pour travailler les contrats locaux de santé. En fait, le rôle de l'ARS, c'est un rôle d'assemblier. On est là pour faire de l'ingénierie et mettre les gens ensemble pour essayer de trouver vraiment les meilleures solutions. Ce qu'on a constaté, et ça a été un peu dit ce matin, c'est que finalement c'est dans les territoires où on a le plus de difficultés qu'on a finalement les meilleures idées. Parce que voilà, on est confronté, on réfléchit, chacun se met autour de la table et essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Et puis une autre raison que je n'ai pas mis sur le diaporama, c'est une question de sémantique. Pourquoi on ne souhaite plus parler d'animation territoriale et plutôt de développement territorial en santé, outre le fait qu'on parle d'ingénierie et autres? On avait un problème de ressources humaines et de recrutement. Parce qu'à l'époque, quand on a commencé à faire des CLS, on a recruté des chargés de mission en animation territoriale. Les profils qu'on a eus ne correspondaient pas à ce qu'on voulait, parce que sous le terme animation territoriale, et même en interne, ça a été compliqué à faire comprendre, on était plutôt sur le gentil organisateur, le géo, qui va sur le terrain le soir pour boire l'apéro avec les copains. C'est à peu près ce que pensaient les gens. Et puis voilà, des profils qui ne correspondaient pas à ce qu'on voulait faire. Et bizarrement, à partir de 2020, quand on a commencé à vouloir recruter des chargés de mission développement territorial, avec la notion d'ingénierie derrière, on a eu des profils beaucoup plus intéressants, niveau Bac+5, sur vraiment la méthode, l'évaluation, l'accompagnement, enfin tout ce qui est ingénierie et ce qui nous permet de progresser énormément au niveau de nos travaux sur les CLS. Donc voilà, ce n'était pas une question juste de dire voilà, on fait les malins, on va appeler plus ça l'animation territoriale, mais le développement territorial en santé, mais c'était vraiment important pour nous d'avoir ce changement de sémantique, et y compris au niveau de nos partenaires. Donc si on passe sur la slide suivante, pourquoi cette transition est nécessaire? Comme on l'a dit, l'environnement il a changé. Et on a besoin de pouvoir s'adapter régulièrement. Et ça a été dit ce matin quand j'ai posé la question de comment vous faites vivre vos CLS. C'était une élue, je crois, qui a dit oui, on se revoit régulièrement parce qu'on a besoin de faire de l'évaluation sur les fiches actions, enfin les actions qui ont été mises en place, voir si ça a fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, je pense que c'est aussi très important. On peut avoir des échecs, ça arrive, et c'est pas grave, il faut essayer de trouver pourquoi, d'analyser, et puis d'essayer de trouver soit des palliatifs ou de se dire non, on n'y arrivera pas, donc essayons de mettre autre chose en place. Donc c'est vraiment très important ce besoin d'adaptation. Et puis donc, il y a beaucoup de redites par rapport à ce qu'on a dit ce matin ou ce que j'ai déjà présenté, mais c'est vrai que le pourquoi, c'est pour combattre les inégalités de santé, mieux répondre aux besoins de nos concitoyens, on l'a dit, le DG de l'ARS l'a rappelé également, c'est vraiment un enjeu majeur pour l'ensemble de nos concitoyens.
et les maires, avec leurs administrés, sont énormément questionnés sur ce sujet-là. Et je vous rassure ou pas, mais en tout cas, en Bourgogne-Franche-Comté, on a la même problématique avec les maires qui sont tout le temps questionnés sur quand est-ce qu'on aura un médecin dans nos territoires. Donc mieux répondre aux besoins de nos concitoyens, s'adapter aux défis majeurs que présente la baisse de la démographie médicale, le développement des nouvelles technologies et puis le décloisonnement de la ville et de l'hôpital. Nous aussi, on a des problèmes de démographie médicale. On travaille également sur des plans ressources humaines pour attirer, fidéliser, parce que c'est bien, une fois qu'on a formé des jeunes pour être dans les métiers de la santé, il faut les garder. Nous, ce qu'on a constaté en région, c'est qu'en gros, un tiers des jeunes qui rentrent en formation IFSI, IFAS, donc infirmiers, aides-soignants, un tiers arrêtent soit au cours de leurs études, voire même dans les 5 premières années de leur travail, de leur vie professionnelle pour faire totalement autre chose. Donc voilà, c'est compliqué. Et puis on a la particularité d'avoir nos amis suisses aussi en frontalier. Donc ils attirent fortement aussi les jeunes qui vont gagner à peu près 4 fois plus qu'en France en faisant le même métier. Donc voilà, s'adapter aux défis majeurs. Donc l'objectif, améliorer la qualité, l'efficience, conforter aussi le financement solidaire des soins, qui est au cœur de notre modèle social français, parce que là aussi, il y a quand même une question de pépette, si je peux me permettre, dont on a soulevé l'importance ce matin. Et puis donc de passer à cette animation ponctuelle, qui était l'animation territoriale, à cet accompagnement stratégique et systémique que représente le développement territorial en santé. Alors, vous allez me dire, quel est le rôle des directions territoriales, puisque nous les appelons des directions territoriales en ARS Bourgogne-Franche-Comté. Peut-être rappeler qu'il y a une petite spécificité, c'est que les directeurs territoriaux chez nous ne dépendent pas du directeur général, mais dépendent de moi-même, avec une direction qui reprend le cabinet, le pilotage, c'est-à-dire la gestion du FIR, mais également on regarde tous les financements qui sont donnés au sein de l'agence, qui permet d'avoir une synthèse et de donner une vision au directeur général sur toutes les marges dont il peut disposer. Pilotage de l'activité, alors je ne dirais pas que c'est avec le CEPOM, parce que bon, le CEPOM... déjà où est le M. Et puis, bon, je ne pense pas que ce soit vraiment un outil, malgré la nouvelle version, qui nous permette vraiment de piloter les ARS. Mais bon, en tout cas, ça y sert. Et puis, donc, les directions territoriales. Donc, ce lien important qui permet d'avoir cette vision financière. Et puis, pour ma part, de faire le relais direct avec les directions métiers régionales qui peuvent être quelquefois un peu sourdes aux appels de nos directions territoriales. Donc c'est vraiment nos DT, comme on les appelle, qui portent cette vision intégrée, transversale, systémique et qui connaissent les enjeux du territoire et les besoins de la population. Avec toujours, effectivement, ça a été dit ce matin, l'usager qui est au centre du dispositif, quand même, parce que c'est pour lui que l'on travaille, avec une offre qui doit être mieux structurée, avec un maillage territorial de proximité qui doit permettre de renforcer cet accès aux soins. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les métiers, les modes d'exercice, les pratiques professionnelles qui doivent être repensées. Ce matin, on a parlé effectivement comment attirer les médecins dans les territoires. Et on a fait après, je ne sais plus qui est intervenu en disant il y a également les internes. C'est vrai que c'est très compliqué. Si on veut faire rester les internes, il faut vraiment les accueillir dans les meilleures situations possible, aussi bien en termes de logement, de déplacement que de maîtres de stage. C'est important aussi les maîtres de stage. Parce que je ne sais pas si vous l'avez constaté chez vous, mais en tout cas, chez nous, on a constaté qu'il y avait un TripAdvisor des internes. Et je peux vous dire que sur une localisation où il y avait une note catastrophique, il n'y avait plus d'internes qui voulaient y aller. Ça, ils parlent entre eux. Les nouvelles méthodes de communication, ils les maîtrisent bien. Donc voilà, c'est vraiment important d'essayer de donner au mieux tout ce qu'on peut pour attirer, fidéliser et faire venir les professionnels de santé sur les territoires. Et donc
Tout ça, c'est l'accompagnement de la mutation du système pour les prises en charge de nos concitoyens à travers les urgences notamment et le décloisonnement de la ville-hôpital. Sur la slide suivante, je vous ai mis un peu un exemple des articulations qui étaient nécessaires au sein des directions territoriales et qui les occupaient bien. Et on le voit, les CPTS, c'est un acteur quand même nouveau, si je puis me permettre, puisque ça ne fait pas non plus 10 ans qu'ils sont là, les CLS existaient. Nous, on a favorisé leur mise en place, mais on n'a pas imposé de périmètre, mais on a rappelé quand même à nos professionnels de santé qu'on avait ce périmètre des contrats locaux de santé qui étaient sur le pays, et on a essayé de voir si c'était possible d'avoir des périmètres qui étaient constants. C'est à peu près toujours le cas, mais il arrive que sur certains territoires, on ait 2 CPTS. Je crois que c'est le maximum que l'on ait. Donc on les a vraiment intégrés à nos CLS dans les comités de pilotage, parce que c'est un acteur qui est important, un acteur du soin de premier recours, de la prévention, qui s'engage également dans la prévention. Donc voilà, c'est un acteur qui devient majeur, je dirais, dans l'animation, l'articulation qu'il doit y avoir dans les CLS. Donc voilà, c'est une partie du millefeuille, ça a été dit plusieurs fois ce matin, le millefeuille administratif, on en reparlera encore tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, c'est très important de pouvoir travailler ensemble, d'être signataires, nous, toutes les CPTS, mais de manière plus générale, la doctrine en Bourgogne-Franche-Comté, c'est que sont signataires des CLS toutes les bonnes volontés qui se retrouvent dans des actions de nos CLS. On ne ferme pas la porte, vraiment, on a des EHPAD qui signent, des centres de soins infirmiers, on a des hôpitaux, enfin vraiment c'est ouvert à tous les professionnels de santé qui souhaitent vraiment intégrer et qui se retrouvent dans cette synergie territoriale. Et puis donc sur l'animation, des réunions territoriales, donc c'est les DT qui animent ça, avec les coordonnateurs de CPTS et les animateurs territoriaux de santé, qui sont en charge, qui sont le premier maillon pour la mise en place et le travail sur les CLS, mais vraiment on les met au niveau territorial et on fait également des réunions régionales avec tous ces coordonnateurs-là pour leur passer de l'information, parce que souvent ils ne connaissent pas toujours les dernières doctrines ou la politique de l'agence, et puis ça permet de faire en une fois plutôt que chaque DT aille expliquer ce qui est fait par le niveau régional. Alors, si on passe à la slide suivante, donc on va passer sur les outils. Donc comme on l'a dit depuis le départ, le premier outil de cette territorialisation, c'est le CLS. L'avantage du CLS, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un texte qui le régit et qui est vraiment très souple. Et ça, si je peux faire un petit clin d'œil à notre ami Yvon, c'est vraiment une très bonne chose. Si à chaque fois qu'on avait des dispositifs à déployer, on avait une largesse aussi grande que celle qu'on a pour le CLS, ce serait vraiment parfait. Parce qu'on a besoin d'avoir cette marge de manœuvre au niveau territorial pour pouvoir mettre en place et mettre en œuvre les différentes orientations politiques, stratégiques de santé sur nos territoires. Donc, le CLS, comme on l'a dit, une démarche contractuelle, partenariale et intersectorielle. Nous, on met dans nos CLS vraiment l'ensemble des champs de compétences de l'agence, quel qu'il soit, on n'est pas réfractaire. Par contre, volontairement, on diminue le nombre de nos fiches actions, on appelle ça des fiches actions, de nos CLS. Pourquoi? C'est un peu comme je l'ai dit ce matin, sur les CLS de première génération, on signait un CLS, il y avait 150 actions, ça faisait un annuaire, tout le monde était content, on le mettait dans un coin, ça calait l'armoire et c'était terminé. Donc on s'est dit, c'est peut-être pas la meilleure solution pour mener à bien et mettre en place ces CLS qui soient vraiment efficients et qui apportent une plus-value pour la population. Donc on a réfléchi et donc du coup on s'est dit, on va limiter entre 15 et 20 actions, ce qui est déjà quand même pas mal. Et puis tous les ans, on aura 2 réunions, une où on va évaluer
les actions sur l'année. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Est-ce qu'on peut le pérenniser? Est-ce qu'on peut le dupliquer? Voilà, on regardait tout l'intérêt de ces actions. Pouvoir s'adapter. Est-ce qu'il y a eu de nouveaux besoins sur le territoire? Est-ce qu'il y a eu des départs de professionnels de santé pour les quelques raisons que ce soit? Est-ce qu'on a eu de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur ce territoire? Donc on a besoin nécessairement tout le temps de pouvoir s'adapter sur ces CLS. Et donc, une fois pour faire l'évaluation et la deuxième fois pour voir les fiches nouvelles et les actions nouvelles qui peuvent être portées par ce territoire. Tout ça, cette démarche territoriale pour le mettre en œuvre, on l'a vu, alors c'est pas les EPCI d'ailleurs, c'est une petite erreur, c'est les pays, les PETR. Et puis on est sur une démarche projet qui est articulée autour de 3 axes. Ça a été dit ce matin, un diagnostic territorial partagé, et on va en reparler après dans les outils. L'élaboration de fiches actions et des modalités de suivi et évaluation des actions. Donc une approche globale de la santé et toujours avec cette notion de parcours de vie. Alors si on passe à la diapositive suivante, là on est sur l'autre partie du millefeuille avec tous les dispositifs complémentaires. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, vous les retrouvez, on en a parlé ce matin. Et puis donc, un rôle d'accompagnement, de co-construction DDT avec les acteurs du territoire et dans le cadre de tous ces dispositifs existants. Alors, si le CLS est l'outil principal pour la territorialisation de la santé, on a besoin d'outils pour le mettre en place. Qu'est-ce qui pourrait favoriser au mieux le déploiement de ces CLS qui répondent vraiment aux besoins de la population? On a parlé des pépettes ce matin, effectivement, c'est quand même un sujet hyper important. Et nous, on s'est dit, dans ce cadre du développement territorial en santé, d'un besoin de responsabilisation de nos directeurs territoriaux, mais également un besoin d'avoir des réponses qui soient beaucoup plus rapides pour les élus. Parce que quand on est sur le terrain, attendez, je vais en parler, ça passe à la commission mensuelle du FIR et 6 mois après, ils ont une réponse qui pourra être en plus négative. Donc on s'est dit comment on pourrait travailler pour faciliter cela vis-à-vis de nos directeurs territoriaux. Et on a eu l'idée magique, mais en fait, ce n'est pas nous qui l'avons eue, elle existait déjà avant. Mais en tout cas, on a souhaité développer le FIT, le Fonds d'intervention territoriale, qui est à la main des directions territoriales. Alors, ils n'ont pas des millions et des millions, hein, je vous rassure tout de suite, enfin, notamment pour les DT qui seraient présents dans la salle. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pour nous une des composantes clés de ce projet de mise en œuvre rapide des solutions qu'on peut imaginer mettre en œuvre sur les territoires. On a réduit volontairement le périmètre, parce que tout ne peut pas relever du FIT. Donc on a mis les CNR, on a mis les CLS bien sûr, et le financement des animateurs et animatrices santé. Les soins primaires, tout ce qui est MSP, les équipes de soins de primaire, les CPTS, cabinets éphémères. Alors je ne sais pas si vous connaissez la notion de cabinet éphémère. On a mis ça en place en région. L'idée, c'est quand on a des départs de professionnels de santé, on essaie de travailler avec tous les acteurs locaux quand on n'a pas de nouvelles installations prévisibles. On travaille avec les médecins retraités, avec l'ordre, avec des jeunes aussi, des jeunes remplaçants qui ne veulent pas justement s'installer. Et on finance pendant 2 ans maximum. Tout le monde finance, en général les élus, les collectivités mettent à disposition des locaux. L'assurance maladie finance également. Nous, on finance, on met pour de l'achat de matériel et autres. On a des professionnels de santé retraités. Là, récemment, on a eu un jeune qui a signé pour 1 an pour venir dans un cabinet éphémère. Et du coup, on recrée un accès aux soins qui est, comme son nom l'indique, temporaire, mais en tout cas qui redonne tout de suite de l'accès aux soins, une offre de soins pour la population. Pour l'instant, on a plutôt des bons résultats. Je ne dirais pas qu'à chaque fois c'est merveilleux et qu'on arrive à recréer, mais en tout cas, ça peut être une des réponses, une des nombreuses réponses qui peuvent se faire sur un territoire.
Donc voilà, les cabinets éphémères passent dans le FIT avec des fiches qui permettent de dire, voilà, vous pouvez financer tel ou tel matériel, parce qu'il faut quand même encadrer nos amis directeurs territoriaux, parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas être orthogonal quand même avec les orientations nationales et régionales que l'on a fixées. Donc voilà. Et puis sur l'attractivité. Et puis, sur les nouveaux outils, et on va y venir avec tout le teasing qui a été fait, j'espère que vous ne serez pas déçus, sur l'approche numérique. Alors tout d'abord, sur le diagnostic partagé. Alors moi, le diagnostic, enfin pour ma part en tout cas, j'avais une vision du diagnostic qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, je pense que ça ne sert pas à grand-chose, qu'on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et que finalement, on n'a rien de nouveau. Parce que les acteurs connaissent leur territoire. En plus, on finance souvent des consultants qui nous demandent les données et qui n'ont juste qu'à les remettre en forme. Donc bon, voilà. Donc on s'est dit, essayons de travailler un peu sur ce diagnostic partagé. Alors l'objectif, outre la mise en place de tous les indicateurs possibles qu'on peut avoir, et je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on a mis en place et ce qu'on veut développer sur ce sujet-là. En fait, c'est définir des algorithmes qui vont permettre, en fonction des différents indicateurs que l'on peut avoir sur la démographie médicale, l'état de santé de la population, les taux de mortalité, les maladies. On travaille également avec les bases de l'assurance maladie sur les flux de consommation des habitants du territoire pour voir derrière, en fonction de leurs habitudes, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour améliorer la santé. Et tout ça, on le fait à partir d'algorithmes que l'on est en train de travailler. L'idée de se dire sur un territoire, on a constaté qu'il y avait un engorgement des urgences, qu'on avait peu de médecins, quelques-uns quand même, une MSP existante, mais voilà, qui diffuse autour de son périmètre, mais pas sur l'ensemble du territoire. Et c'est de se dire, est-ce qu'on peut, à travers tous les indicateurs qu'on voit, plutôt travailler vers la mise en place d'une antenne de cette MSP, parce que souvent, une MSP, c'est difficile à la créer, alors qu'une antenne, voilà, ça se rattache à quelque chose qui existe. On n'a pas besoin de refinancer des logiciels et autres, pas besoin d'avoir autant de médecins, puisque nous, on est parti sur le postulat qu'il fallait deux médecins pour labelliser ces maisons de santé. Donc voilà. Et puis se dire, ou alors est-ce qu'il faut qu'on mette en place une maison médicale de garde parce qu'on a déjà un hôpital sur place et on pourrait l'adosser à l'hôpital, et ce qui permettrait, avec une régulation, de dire plutôt que d'aller aux urgences et d'y passer des heures et des heures, eh bien vous passez sur une maison médicale de garde. Voilà quel est en tout cas notre objectif, notre philosophie sur ce déploiement des nouveaux diagnostics partagés. Alors sur l'avancement du projet, on a un diagnostic quantitatif automatique qui est mis en place. On a détaillé au niveau de chaque périmètre, on a pu mettre en place à partir de Statis. En fait, c'est une prise en compte de Statis. Et voilà, par un presse-bouton, on le met. Et par la suite, c'est le rentrer dans l'IA, construire les algorithmes pour qu'en presse-bouton, on puisse regarder effectivement les axes de développement possibles sur chacun des territoires. Je vous montrerai tout à l'heure la sortie de ce diagnostic partagé. Et alors, si on fait un focus un peu plus loin sur vraiment l'IA, si on va sur la diapositive suivante, si elle veut bien passer, et encore celle suivante, je fais un petit rappel sur qu'est-ce que l'IA. Donc j'ai donné une définition qui vaut ce qu'elle vaut, puisque on a énormément de définitions. Donc, là, j'ai pris celle de John McCarthy. L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui cherche à créer des systèmes capables de réaliser des tâches qui nécessiteraient normalement l'intelligence humaine. Et c'est important, cette définition, pour ce qu'on veut en faire par la suite. Donc j'ai rappelé qu'il y avait 3 catégories de systèmes d'IA, celles qui sont auto-apprenantes, les IA génératives, celles des systèmes logiques, qui là travaille plus avec des algorithmes qui déterminent en fonction d'une certaine logique et qui donnent un résultat. Et puis les systèmes statistiques qui, comme son nom l'indique, reflètent sa dépendance aux statistiques et aux probabilités avec des bases de données énormes et qui vont
déceler les tendances et les modèles possibles en fonction de ce qui est rentré. Alors, pourquoi... Oula, ça c'est l'IA qui a dû faire la mise en forme. Pourquoi mettre de l'IA dans la santé? C'est une bonne question. On le voit, ça se développe pour faire gagner du temps aux soignants. Amélioration du diagnostic et de la prise de décision clinique. Ça a été prouvé que sur certains actes diagnostiques, l'IA donne des résultats meilleurs que les professionnels de santé. Ça ne remet pas en cause le fait qu'on a besoin des professionnels de santé, mais voilà, ça peut être une aide pour nos professionnels de santé. Sécuriser les processus de prise en charge, améliorer l'expérience de l'utilisateur et l'adhésion des patients. Il faut anticiper les situations. Je crois que l'anticipation, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et puis un suivi personnalisé et prédictif, puisque dans les exemples, j'ai donné quelques exemples, mais on travaille également sur des urgences prédictives. Ça existe déjà sur le Grand Est. Nous, on le développe actuellement sur Dijon pour voir effectivement si on arrive à prédire le nombre de passages aux urgences et donc d'adapter les ressources en face. On s'en sert également sur la slide suivante sur la prévention, quelle qu'elle soit. Anticipation des pandémies, là on est sur des modélisations des réponses apportées, mais également sur le sommeil, la santé mentale, les jumeaux numériques, c'est éviter les risques de maladies et offrir les recommandations qui sont personnalisées, et puis le dépistage en ciblant les patients les plus à risque. J'accélère un peu, mais vous aurez de toute manière le diaporama, mais je vois que l'heure tourne. Sur la diapositive suivante, non, c'est celle-là. Donc, comment développer des solutions d'IA pertinentes? Déjà, il faut disposer de certaines données. En France, on en a. On n'en manque pas. La seule difficulté, c'est qu'elles ne sont pas au même endroit. C'est souvent redondant. Donc voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire, utile, mais il faut pouvoir les utiliser. Et puis, bien entendu, faire adhérer les patients, les soignants, les décideurs et les responsables à ce fonctionnement, en sachant, ça je tiens à le dire, que l'IA ne va pas remplacer l'être humain. Là, on est vraiment pour faciliter, aider dans notre vie de tous les jours, vie professionnelle de tous les jours, comment on peut s'en servir. Et développer la confiance avec 4 principes de base pour développer cette confiance. Savoir qu'on travaille en transparence et en souveraineté, qu'on est maître de nos bases de données. Le respect du cadre juridique et de l'éthique de l'usage et du non-usage. Faire la preuve de l'efficacité par l'évaluation. Et puis, il faut former et acculturer, c'est absolument primordial. Éviter tous les leviers, les freins, les craintes qu'on peut avoir sur l'IA, de dire « ça va nous remplacer, on n'aura plus besoin de nous ». Malheureusement, ou heureusement, ce n'est pas le cas. On aura toujours besoin de l'être humain. Si on passe à la slide suivante, c'est l'IA et les territorialisations, puisque c'est quand même notre sujet aujourd'hui. Quel rôle pour l'IA? Comme on l'a dit, c'est aider et faciliter le travail des différents acteurs pour mener à bien le déploiement de nos politiques de santé, répondre aux besoins de la population. C'est vraiment ce qui est nécessaire en utilisant l'IA. Donc, si on reprend par rapport à ce qu'on a, on a beaucoup de données. Ça, on ne peut pas dire qu'en santé, on n'a pas de données. Là, on en a. Il faut pouvoir les utiliser au plus près du territoire, parce que souvent, on n'est pas sur le même périmètre, donc il faut les retravailler. On a vu que, tout à l'heure, j'en ai parlé, l'aide au diagnostic partagé et aux solutions à mettre en œuvre. Éviter les redondances. Comme on l'a dit, on a ce millefeuille administratif, si je peux me permettre ce terme, où on a énormément de plans, de projets, de conventions, diverses contractualisations, qui fait que finalement on ne sait plus ce qui est fait sur un territoire. Et puis pourquoi l'IA? Quand vous avez 2000 pages à lire, et encore, quelquefois je suis gentil quand je dis 2000 pages sur un territoire, sur tout ce qui est fait dans la santé, eh bien vous le verrez, l'IA, ça peut être utile. Ça peut vous faire une synthèse ou ça peut vous ressortir tout ce qui est fait avec une vitesse assez incroyable. Et puis avec des données, et ça on le teste, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans la confiance, c'est l'évaluation, on le teste pour voir effectivement si ça fonctionne bien.
Donc la difficulté, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais en tout cas, nous, au niveau Bourgogne-Franche-Comté, on a commencé à mettre en place ces systèmes d'IA. Je vais vous le montrer là. Alors vous attendez pas, malgré le teasing qui a été fait par Olivier, vous risquez d'être déçus. Ou en tout cas, si vous connaissez ChatGPT, vous ne serez pas surpris par ce que je vais vous montrer. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous montrer voilà, ce qu'on essaie de développer, de mettre en place pour justement faciliter et travailler sur ces domaines-là dans la territorialisation. Alors, je vais aller à mon micro. J'espère simplement que ça va fonctionner, parce que ce serait quand même dommage que vous ayez attendu tout ce temps-là voilà, pour que ça ne fonctionne pas. Donc là, on est sur la première partie du diagnostic partagé. Donc on a une base test, bon là qui ne fonctionne pas évidemment, ça aurait été trop beau, mais en tout cas qui nous permet d'avoir des diagnostics à l'échelle des CLS, y compris les territoires qui n'en sont pas pourvus. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de CLS sur le territoire qu'on ne travaille pas sur ces territoires-là. Et voilà l'export que l'on a, avec toutes les données Statis. On a un rappel et des cartes pour le périmètre du CLS. On va voir la densité des médecins. Là, c'est l'accessibilité potentielle localisée, l'APL, pour ceux qui connaissent, c'est ce qui permet les zonages des professionnels de santé. Et puis on a rappelé les établissements ou les types d'exercices coordonnés qu'on pouvait retrouver sur ces territoires. Et derrière, vous avez tous les indicateurs que l'on peut retrouver sur ce territoire. Et nous, comme on travaille en pays, on a même été jusqu'à pousser de découper en COM-COM. Parce que souvent, les élus, ils aiment bien travailler et connaître les chiffres pour leur communauté de communes. Donc, on a été jusqu'à ce détail-là. Donc là, je ne vais pas tout dérouler, mais vous avez tous les indicateurs de démographie, de mortalité. Ensuite, on va passer sur tout ce qui est les personnes âgées, avec là encore l'accessibilité potentielle à l'offre d'accompagnement des personnes âgées, tous les établissements que l'on peut avoir, avec la répartition des places, si c'est des établissements publics, privés, enfin voilà. Toutes les infos que l'on a, vous les trouvez sous cet export-là. Alors vous me direz, c'est bien, mais c'est que du statis et qu'on l'a. Donc c'est à partir de ces données-là que l'on va les rentrer dans notre base de données que l'on a sous ChatGPT. Voilà. Et bien voilà, c'est super, ça ne marche pas, c'était trop beau. Alors, on va essayer. Super. Et bien voilà. Magnifique rendu. Alors, on va essayer de se reconnecter. En tout cas, voilà, l'idée, c'est d'avoir monté ces bases de données. Alors là, on est sur la première expérimentation qui est réalisée sur le département de la Côte d'Or. L'idée, c'est d'avoir compilé au sein de la base ChatGPT toutes les données que l'on peut avoir. On a tous les CLS qui sont rentrés. On a rentré la partie qui concernait la Côte d'Or dans le PRS, toute la territorialisation. On a rentré tous les projets médicaux des CLS, des CPTS, pardon. On a rentré également le PTSM, le CLSM. On a rentré tous les résultats de PPG, ce qui donne aussi d'avoir des résultats sur les actions qui sont mises en place. Je le dis pour nos collègues de la DITP, on s'en est servi. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Et voilà cette fameuse base qui existe. Et puis derrière, c'est le fonctionnement classique de ChatGPT. L'idée, c'est qu'il faut s'adapter au fonctionnement de ChatGPT, mais lui aussi s'adapte à notre mode de raisonnement, de fonctionnement en fonction des questions que l'on peut lui poser. Si je fais le comparatif par rapport à Access, pour ceux qui ont travaillé sur les bases de données, en fait, Access, vous pouvez faire du requêtage, ça vous donne toujours des résultats. C'est nickel. Par contre, est-ce que c'est celui que vous attendez? Ça, c'est moins sûr. Donc là, c'est un peu pareil. Il faut vraiment être conscient de ce qu'on demande, de ce qu'on souhaite comme résultat pour le faire. Alors, on a deux choix. Soit on a ce qu'on appelle des prompts, c'est les questions que l'on pose. Alors vous verrez, alors je ne dirais pas qu'en tant que chef de cabinet, je prépare des discours sous ChatGPT, mais il y a un prompt qui existe pour faire un discours. Voilà.
les interactions, interventions que l'on peut avoir sur les différentes conventions sur un territoire. Et puis on peut même lui demander de nous présenter un tableau, et on va le faire en direct s'il veut bien, sur les actions par grande thématique sur les 5 CPTS du département de la Côte d'Or. 5 alors qu'on a 6 territoires parce qu'on a encore un territoire qui n'est pas couvert, malheureusement. Donc vous voyez, en direct, il va vous dire sur la CPTS 2152, sur l'accès aux soins. Voilà. Et il vous fait votre tableau pour pouvoir avoir toutes les grandes actions qui sont portées par les CPTS de Côte d'Or. Vous voyez, c'est vraiment une aide, parce que quand on a 5 projets de santé sur nos CPTS, d'aller rechercher, de mettre en forme, je peux vous dire quand même que là, on est sur un gain de temps. Et nous, où on est à la fin des tests. L'idée, c'était de vérifier effectivement que ce qui est indiqué comme résultat correspond bien à la réalité. En sachant que l'intérêt d'avoir cette base où on peut rentrer toutes les données, c'est qu'on a aussi un suivi. C'est-à-dire que quand on a des avenants ACI, parce que la CPTS va avoir de nouvelles actions sur la prévention et autres, on les rentre et automatiquement, lui, il ira rechercher dans l'historique, mais également dans les nouvelles. Donc voilà, et il vous dit à la fin que ce tableau regroupe les principales thématiques. Après, on peut mettre effectivement tout ce que l'on veut sur... voilà, par exemple, si on veut, une qui existait, où je lui demande, fais-moi un tableau des différents indicateurs de population de présence médicale que tu trouves pour l'Auxois-Morvan. Oui, je tutoie ChatGPT, en les comparant avec ceux de la Côte d'Or, de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la France. Et voilà les résultats que l'on peut avoir en fonction de toutes les données que l'on a. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider. Je remonte sur celle-ci. Voilà, je lui demandais toutes les actions de l'agence dans le territoire de l'Auxois-Morvan, dans tous les domaines de la santé. Et il nous sort sur l'appui à la coordination territoriale, la santé mentale, prévention et promotion de la santé, renforcement de l'offre de soins, la gestion des crises sanitaires, l'amélioration de l'accès aux soins non programmés, le soutien aux professionnels. Et là, on pouvait juger, et c'est ce que j'ai jugé, que ce n'était pas assez détaillé, un peu trop synthétique. Et là, on peut lui demander une exploitation plus détaillée. Et là, il vous ressort en allant avec plus de détails, des exemples sur tous les domaines qui existent sur ce territoire de l'Auxois-Morvan. C'est vrai que c'est impressionnant, ça peut faire peur au départ, parce qu'on se dit, bon, on ne va plus servir à rien. Bah si, quand même, parce que derrière, voilà, il y a toute l'exploitation. On peut aussi s'en servir pour faire des notes, hein, on va être honnête, on s'en sert. Et moi, l'utilisation que j'en fais et ce que j'en ressors, c'est qu'en gros, 80%. Loi de Pareto, 80-20 pour ceux qui sont un peu mathématiciens. Ça se vérifie, 80% de ce qui est écrit est juste, 20% parce que voilà, on aime bien mettre sa patte dans les notes, donc on les corrige, mais en gros, on est à peu près sur ce taux-là, donc un gain de temps qui est vraiment important et qui va nous permettre justement de passer plus de temps à travailler sur le terrain pour mettre en œuvre nos actions. Voilà, le temps passe, je suis trop bavard, donc je ne vais pas aller plus loin sur cette démonstration. J'espère qu'en tout cas, vous n'êtes pas trop déçus et que vous n'attendiez pas à voir un robot sortir des données. Ensuite, j'ai mis, si ça veut bien venir, quelques petites diaporamas pour expliquer le cadre éthique de l'IA, puisque effectivement, il faut quand même regarder cela avec attention, avec une responsabilité qui est engagée. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la base que l'on a sur ChatGPT est interne, elle est fermée. Parce que quand vous servez de ChatGPT public, ce que vous rentrez comme information, tout le monde peut l'avoir. Nous, là, on est vraiment sur un domaine fermé, ce qui permet voilà, de contrôler et de ne pas mettre trop de données à l'extérieur, même si souvent des conventions ont été signées, partagées, mais en tout cas, on travaille sur un domaine fermé. Comme je l'ai dit, une supervision humaine, hein, on ne remplace pas l'homme. Les inégalités, le rôle de la politique publique dans le développement d'une IA, créer de la confiance autour de cette IA.
Je ne vais pas détailler hein, parce qu'on est déjà pas mal en retard, je suis trop bavard. Et puis donc permettre l'accès aux données, puisque une fois qu'on a monté ces données-là, l'idée c'est de pouvoir les partager et qu'ensemble on puisse travailler sur aussi bien les algorithmes que sur la résolution ensuite des travaux à mener. Donc des défis à relever avec cette IA, sobriété numérique, parce qu'effectivement ça se multiplie. Là, quand on regarde l'IA, il y a 2 ans, on n'avait à peu près rien. Là, on commence à voir des choses qui sont impressionnantes, mais qui ne sont rien dans le futur. Même dans 2 ans, on va voir des choses qui vont être phénoménales. Et quand on regardera en arrière, on se dira, la base, là, c'est de la rigolade, en fait. Hein. Donc voilà, ça, il faut en être conscient, ça va être une évolution très rapide. Il y aura un défi financier, parce que c'est l'informatique et ça coûte cher. Il faudra suivre les évolutions, et notamment sur la qualité des services rendus pour les usagers, et pas que des preuves cliniques, en tout cas voir derrière nous si ce que nous sort dans nos diagnostics partagés, si c'est vraiment utile, si ça correspond vraiment aux besoins de la population. Et pour tout ça, il va falloir former les professionnels et acteurs de santé et les accompagner au changement, les former et communiquer. La partie 4 est assez rapide puisque c'est développer une stratégie territoriale collaborative. On en a déjà parlé ce matin. Si on passe à la slide suivante, là j'ai rappelé un peu le cheminement pour arriver à la contractualisation du CLS. Mais en fait, tout ce qui est intéressant, c'est ce qui est derrière la mise en œuvre et la vie du CLS. Et comme on l'a dit, concertation, co-construction nécessaire de toutes les parties prenantes et une animation du réseau des AS parce que les animatrices santé, mais ici c'est les coordinateurs ou coordinatrices, c'est vraiment le maillon essentiel pour mener à bien la mise en place du CLS. Hop, je l'ai dit. Et puis sur former, accompagner au changement, en fait c'est inviter à l'action. Je dis inviter parce que le terme est important. On n'impose pas, on suscite. Sinon, si on veut imposer des choses, ça ne fonctionnera jamais. Ça, on l'a vérifié plusieurs fois. Donc on est vraiment sur l'invitation à l'action, en renforçant les synergies entre les acteurs territoriaux, en intégrant les nouveaux acteurs, comme ça a pu être fait sur les CPTS, parce que c'est vraiment un acteur majeur maintenant dans la territorialisation. Et puis mettre en place des laboratoires d'innovation territoriale, en fait, c'est d'avoir des réflexions comme à partir des outils qui existent pour nous en cours de développement, et puis retenir que chaque idée est bonne et peut être utile. Et on arrive enfin à la conclusion, j'espère que je ne vous ai pas saoulé, pour reprendre un comparatif avec le vin. Synthèse des points clés, la transition vers le développement territorial en santé intégré, les apports stratégiques, et puis l'opportunité des nouveaux outils. Non, ce que je retiens en conclusion, et si je faisais une comparaison par rapport à ce que m'inspire cette salle, qui est un peu une salle de cinéma, avec la projection d'un film qui serait la territorialisation de la santé. Pour faire ce film, il faut un réalisateur, un ou plusieurs. Pour moi, c'est l'ARS, comme ça a été dit ce matin. Je pense qu'on doit être là pour essayer de sensibiliser, motiver les acteurs pour mettre à bien et essayer de répondre à ces inégalités territoriales. Et dans ces réalisateurs également, les animateurs santé ou les coordinateurs de CLS, parce qu'effectivement, ils sont importants dans la mise en place de ces CLS. Donc il faut un réalisateur ou plusieurs, il faut des producteurs, financeurs. Alors quand je dis financeurs, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement des moyens pécuniers. On l'a vu ce matin, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre à disposition des logements, mettre du transport, un meilleur accueil, essayer de trouver pour les conjoints du travail. Enfin voilà, ça c'est ce que j'appellerais les producteurs. Et puis bien entendu, les acteurs, c'est toutes les parties prenantes de la santé. Il faut une bonne histoire. Il faut également des décors. Les décors, on pourrait assimiler ça un peu à nos outils que l'on a mis en place. Et tout ça permet d'avoir, si tout se passe bien, un bon film. Mais surtout, ce qui est très important et primordial, il ne faut pas que nous soyons spectateurs de ce film, sinon c'est raté, on ne fera rien. Il faut vraiment être acteur
Et ce que j'ai vu depuis ce matin ici, en tout cas, c'est que vous êtes vraiment des acteurs de la santé et de la territorialisation. Voilà, merci beaucoup. Et Didier Jacotot, modeste, oublie de dire qu'il faut également une star. Et merci beaucoup pour cette présentation tout à fait exceptionnelle et excellente. J'invite les collègues de la DITP, si vous le souhaitez, à prendre la parole, puisque vous avez une contrainte de timing. Et puis on fera une phase d'échange global avec la salle sur les 2 interventions, si ça vous convient. Si ça je vous passe tout. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez vous asseoir, vous choisissez. Les micros comme ça. Gardez bien vos questions pour Didier Jacotot, si vous en avez. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Merci tout d'abord à l'ARS Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement à Isabelle et Olivier de nous avoir conviés aujourd'hui pour ce séminaire fort intéressant. On va essayer de vous présenter quelques réflexions de la DITP sur les méthodes d'intelligence collective et la territorialisation des politiques de santé. Donc on va peut-être commencer par se présenter. Donc Mehdi Kellal, je suis conseiller en charge des politiques prioritaires du gouvernement sur la santé à la DITP. Bonjour à tous, moi je suis Alban Praquin, je suis responsable du pôle intelligence collective au sein du service innovation de la DITP. Donc on va vous dire rapidement ce que c'est que la DITP. Par intelligence collective, le mot est un peu galvaudé, mais par intelligence collective, on entend la capacité à mobiliser un collectif pour résoudre une problématique sur un temps relativement court et essayer de responsabiliser ce collectif sur la mise en œuvre des actions qui ont été identifiées. Et donc on intervient à la fois en formation à certaines méthodes, outils, on pourra y revenir, en accompagnement projet et puis aussi à l'animation d'une communauté de facilitateurs de l'État qui interviennent pour concevoir, animer, restituer ces dispositifs, donc qui peuvent être très utiles dans le cadre des travaux qui sont les vôtres et des travaux dont on parle depuis ce matin. Donc on va essayer de vous présenter ces quelques convictions sur l'intelligence collective, un cas d'usage méthodologique qu'on avait travaillé avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine au premier semestre 2024, qui on espère suscitera le débat et quelques réactions. Donc la DITP, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme gouvernemental, c'est la Direction interministérielle de la transformation publique, donc positionnée sous l'autorité du Premier ministre et du ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Donc direction interministérielle qui assure la mise en œuvre du programme de transformation publique avec pour objectif donc une action publique plus proche, plus simple et plus efficace pour améliorer concrètement la vie des Français et des agents publics. On a donc 4 missions principales, donc la mise en œuvre des politiques prioritaires du gouvernement au travers des PPG et d'un outil de suivi des résultats qui s'appelle Pilote, qui a été mentionné par M. Jacotot tout à l'heure. La coordination de l'action des administrations pour simplifier les démarches et améliorer la qualité de service du service public. Et enfin, porter avec les partenaires interministériels l'innovation et le développement des compétences, la transformation des organisations et des pratiques managériales de la gestion publique. Et puis enfin, accélérer les projets à fort impact des administrations, et notamment au travers de l'agence de conseil interne de l'État qui vient d'être créée il y a quelques mois, notamment à la suite de l'affaire dite McKinsey et du fonds de transformation de l'action publique. Donc la DITP, elle s'inscrit
en réalité dans une logique étatique de développement de cadres propices à la logique de coalition d'acteurs dans les territoires. On a pris 2 exemples pour illustrer un peu le développement de cette logique, à la fois le Conseil national de la refondation et le partenariat pour un gouvernement ouvert. Donc le partenariat pour un gouvernement ouvert qui est un traité international qui permet de partager, de construire des coalitions d'acteurs à la fois à l'échelle nationale mais également à l'échelle internationale. Et le Conseil national de la refondation, initiative du président de la République mise en place à partir de septembre 2022 et qui avait pour objectif à la fois sur des sujets de grande transition nationale qui étaient la transition démographique, la transition écologique, la transition du modèle productif, et j'en oublie une autre, et la transition du numérique, tout à fait, de réfléchir et de poser le cadre de ce que devrait être ou de ce que pourrait être la France sur ces futurs sujets. Ça a été un exercice de concertation qui devait se conclure par des projets d'engagement coportés par des partenaires autres que l'État, donc ce qu'on appelait les parties prenantes à l'époque. Ces concertations n'ont pas toujours abouti à des choses très concrètes et très utiles. L'exercice au niveau national a été, pour être tout à fait honnête et transparent, assez difficile à mener. En revanche, la dimension territoriale du CNR, qui s'est traduite par les CNR santé et les CNR éducation, a rencontré beaucoup plus de succès et de résultats, parce que justement, on a réussi, en territorialisant l'action publique et la réflexion sur les politiques publiques qui étaient menées, à construire des coalitions d'acteurs beaucoup plus opérantes qu'au niveau national. Donc tout ça, on ne va pas vous refaire la même slide que M. Jacotot, mais on trouve en réalité une trace maintenant assez longue de volonté de territorialiser les politiques de santé de la part du politique, et qui se traduit par la création des CLS, des CPTS, des PTS, des CNR, et puis la dernière en date, la loi Valletoux de 2023. Pour faire peut-être un petit focus sur les CNR santé, qui, au-delà des résultats, ont à notre sens répondu à quelques questions, et quelques questions qui ont été posées d'ailleurs ce matin, notamment la question du qui doit impulser. Et il se trouve que le président de la République et son gouvernement, en 2022, ont dit ou ont demandé aux ARS d'impulser cette logique de co-construction à l'échelle territoriale au travers des CNR santé, et ce, dans l'objectif, et ça a aussi été dit ce matin, de ne pas perdre les bénéfices des nouvelles organisations ou des nouvelles méthodes de travail collaboratives qui s'étaient créées pendant la crise sanitaire. Et donc, ces CNR santé se sont traduits par 500 événements partout en France, réunissant près de 10 000 acteurs. Et aujourd'hui, plus de 780 initiatives déjà déployées et 617 projets CNR santé qui vont de la création du MSP au développement de solutions de télésanté ou à des innovations d'organisation sur de la médecine collaborative. Du coup, vous le voyez, vous le comprenez, le cadre existe, les cadres permettant finalement le développement de ces coalitions d'acteurs sur le sujet de la santé bien sûr, mais aussi sur d'autres champs de politique publique existent et permettent normalement en théorie le développement de ces coalitions d'acteurs. Mais finalement, nous, aussi, au niveau de la DITP, en toute humilité, parce que c'est un sujet très complexe, ardu à mener et piégé, entre guillemets, on pense que pour réussir ces coalitions d'acteurs sur n'importe quel champ de politique publique, il faut mettre ensemble, on va dire, 6 ingrédients qui doivent normalement permettre que la mayonnaise des coalitions d'acteurs puisse prendre.
Et du coup, le premier point qui nous paraît important de souligner, c'est déjà le fait de faire un pari. Une coalition, c'est un pari de la coalition, presque au sens pascalien du terme. Et qui dit pari de la coalition dit forcément moment suspendu, incertitude quant aux résultats. Et évidemment, les acteurs, et au premier rang desquels les acteurs publics, n'aiment pas ces zones d'incertitude et ces difficultés à se projeter dans un résultat avant même d'avoir commencé l'exercice. Donc il y a déjà l'idée qu'il faut accepter cette logique de pari. Ensuite, il y a un vrai enjeu qui est celui ce qu'on a appelé le miroir de la confiance, c'est-à-dire que pour réussir ces dispositifs de coalition d'acteurs, de démocratie participative, parfois on va jusqu'à associer les citoyens, au-delà même des corps constitués de la société civile, des associations. On dit souvent qu'il y a une crise de confiance des citoyens, de la société civile vis-à-vis des décideurs. C'est sans doute vrai. Mais il peut y avoir aussi une crise de confiance, voire une certaine défiance des décideurs vis-à-vis des parties prenantes. Et donc, l'idée de confiance, elle doit s'inscrire des deux côtés, de manière réciproque. C'est pour ça qu'on parle d'un miroir de la confiance qui est nécessaire. Il faut que ça marche dans les deux sens pour que les choses puissent se passer de manière efficace. Ensuite, on en a beaucoup parlé ce matin, il y a l'idée de revanche des contextes. Alors c'est un terme qui a été employé dans le contexte de l'aide au développement par un anthropologue qui s'appelle Jean-Pierre Sardan. La revanche des contextes, c'est tout simplement de dire qu'effectivement, il n'y a pas de recette unique, univoque, générique. C'est presque tarte à la crème, enfoncer une porte ouverte que de le dire. Mais il y a un vrai enjeu de contextualisation de ces démarches pour qu'elles fonctionnent. On a parlé ce matin, je ne sais plus qui disait, de parler de dentelle quand on met en place un CLS sur un territoire. C'est vraiment de ça dont il s'agit. On a beau avoir finalement des principes directeurs, il y a un vrai enjeu de contextualisation et de prise en compte des enjeux spécifiques du territoire sur lequel on déploie le dispositif. Donc ça, c'est un point extrêmement important, la revanche des contextes. Ensuite, il y a l'idée aussi de nouvel équilibre coopératif entre les acteurs publics, l'État, mais pas que, et d'autres acteurs, société civile, monde associatif, acteurs privés si besoin, voire citoyens. Ce que ça veut dire, ce nouvel équilibre de la coopérative, c'est de dire, on fait souvent le reproche à l'État de rester un peu figé dans des postures un peu anciennes et de ne pas être assez dans une logique de coaction, co-construction. C'est vrai, il faut que l'État change sa posture, on y reviendra, mais ça passe aussi par le fait que les acteurs en face, et notamment par exemple la société civile, puissent aussi évoluer. Et peut-être ne pas se limiter à une posture de plaidoyer, de critique, mais accepter aussi de coporter la responsabilité d'une politique publique ou d'une action qui est lancée dans le cadre de ces démarches. Donc ça, c'est vraiment cette idée de nouvel équilibre coopératif entre les différents acteurs, entre la puissance publique d'un côté et les parties prenantes qui sont associées de l'autre. L'idée de cercle concentrique, elle est plus simple, c'est l'idée qu'il n'y a pas de grand soir de l'intelligence collective ou des coalitions d'acteurs. Il faut y aller de manière progressive. Il y a un vrai enjeu derrière d'apporter des preuves de réussite très concrètes pour embarquer au fur et à mesure les acteurs. Et il est extrêmement compliqué, voire contre-productif, d'y aller de manière frontale, mais sans doute beaucoup plus efficace d'y aller de manière progressive. Et puis, dernier ingrédient, tordre le cou au mythe de la main invisible dans ces démarches. On est beaucoup revenu dessus ce matin. Ces démarches d'intelligence collective, de coalition d'acteurs, elles ne tombent pas du ciel. Ce n'est pas de la pensée magique. Il faut beaucoup de jus de cerveau et beaucoup d'huile de coude. Et donc, on l'a dit ce matin, rôle de coordinateur, outils,
méthodologie, capacité à outiller l'ensemble de ces démarches avec des méthodes, des démarches, des outils qui sont professionnels, rigoureux, qui reposent sur des savoir-faire, sur des compétences. Et donc on n'est pas du tout dans de la pensée magique ou dans la pensée performative. Et malheureusement, bien souvent, on en est encore là, à se dire il suffit juste d'énoncer le fait qu'on va faire de la coalition d'acteurs, de l'animation territoriale, pour qu'on ait l'impression que les choses, dans une sorte de prophétie autoréalisatrice, adviennent. Non, pas du tout. Il y a un vrai enjeu de formation et de capacité à actionner les bons outils pour réussir. Donc c'est à notre sens et de notre petite expérience intéressant de malaxer, de mettre ensemble ces différents ingrédients pour justement être au rendez-vous de ces coalitions d'acteurs. Et du coup, fort de ces convictions-là, et alors là, en toute, on peut enchaîner, on s'est livré un peu à l'exercice avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine au premier semestre. On a commencé à réfléchir finalement à une proposition, un peu cas d'usage, qui pourrait illustrer finalement une méthode de travail pour co-construire les CLS. Alors, forcément, dans le délai et par la nature même de l'exercice, forcément un peu hors sol, mais l'idée était bien de pouvoir se jeter à l'eau et de voir ce que ça pourrait donner. Alors on va vous donner un peu les grandes lignes là, de ce qu'on a vu ensemble. Bien sûr, ce qu'on va vous montrer là n'est absolument pas validé, n'est absolument pas figé, mais pourrait, le cas échéant, constituer un peu un socle de réflexion intéressant pour les prochains exercices. Alors déjà, quand on a commencé à réfléchir avec l'équipe de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, on s'est donné un grand cadre commun, quelques principes directeurs. D'abord, l'idée de se réinterroger sur l'objet contrat local de santé. On en a parlé ce matin. L'idée, c'est que cet objet-là ne soit pas simplement un véhicule juridique ou un levier de coordination, mais qu'il puisse bien impacter le réel en termes de politique publique de santé, avec une finalité très, très claire, donc avec un enjeu derrière de réfléchir au contenu et aux finalités de l'objet en lui-même de CLS. Ensuite, il y avait l'enjeu d'articulation du régional et du local. Et l'exemple et le retour d'expérience de Bourgogne-Franche-Comté montre bien ça. Là, l'idée le concept qu'il faut incarner, c'est le concept de subsidiarité. De montrer comment on arrive. Alors, c'est un concept qu'on mobilise un peu à toutes les sauces, mais qui est pas si facile que ça à incarner dans la vraie vie. C'est comment on arrive finalement à faire que les choses se passent à l'échelon le plus adapté et le plus proche du terrain, et que finalement des choses qui n'ont pas lieu d'être ne remontent pas forcément à un niveau supérieur, notamment le niveau régional. Et donc ça nécessitait une réflexion sur cette articulation entre le niveau régional et le niveau local, départemental, voire infradépartemental. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est que la méthode de travail, elle devait déjà incarner ces principes-là. Et donc, pour co-construire le CLS, il fallait déjà être dans une logique d'intelligence collective pour s'appliquer à nous-mêmes, s'appliquer à soi-même, finalement, les principes et les dynamiques que l'on voulait incarner. Donc ça, c'était un peu le cadre commun qui présidait un peu l'énoncé initial qu'on s'est donné pour réfléchir ensuite à une première méthodologie. Au-delà suite à l'établissement de ce cadre commun, on a cherché à construire une petite cartographie des acteurs mobilisés. Donc bien évidemment les acteurs publics autour de l'ARS, mais également une mobilisation du national au travers du SGMAS dans son rôle de coordination des ARS, la possibilité d'avoir d'autres ARS représentés dans ce type d'exercice. Ça nous paraissait intéressant dès le début d'avoir d'autres régions impliquées pour partager les bonnes pratiques. La présence des laboratoires d'innovation territoriale qui ont été cités précédemment et qui sont aussi porteurs de compétences importantes sur les sujets d'intelligence collective. Les collectivités territoriales, qui est un autre sous-groupe
avec les conseils départementaux, les EPCI et les communes, voire la région. Les professions de santé au travers de leurs représentants des établissements de santé, mais également des opérateurs de santé et des partenaires. Et enfin, dernier sous-groupe, les usagers et les patients. Donc à la fois les représentants des usagers, les associations agréées et les citoyens ou le citoyen qui souhaiterait s'investir dans ce type de démarche. Et donc du coup, de manière hyper synthétique, vous avez à l'écran là, alors c'est déjà assez petit, vous aurez bien sûr les planches. On avait commencé à réfléchir, encore une fois, rien n'est validé, on avait commencé à réfléchir à ce que pourrait être de manière très concrète, d'un point de vue méthodologique, une démarche de co-construction des CLS avec 2 journées de travail qui pouvaient, le cas échéant, ne pas se suivre nécessairement ou être consécutives l'une de l'autre. Une première journée, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail du déroulé un peu macroscopique qu'on avait commencé à poser sur le papier, une première journée qui du coup devait permettre de donner un contenu et un format au CLS en partant du besoin des parties prenantes, de réinterroger le besoin. Et pour ça, on avait un premier temps sur le partage de l'existant. On le disait pas mal ce matin, et c'est un vrai sujet aussi de ne pas multiplier les dispositifs, et donc aussi de ne pas faire table rase de ce qui a été fait précédemment. Donc comment finalement on repartait avec les personnes qui allaient être mobilisées pour cette journée de travail, on se mettait tous finalement au même niveau sur une ligne de départ, et qu'on avait tous finalement la même information sur un certain nombre d'initiatives marquantes qui avaient pu être menées sur le territoire, au niveau régional, soit dans le cadre des projets de démocratie en santé, dans le cadre du CNR Santé, dans le cadre des précédents contrats locaux de santé. Donc il y avait un vrai enjeu de réaligner finalement les acteurs autour de ce qui existe et des forces en présence, et puis peut-être des axes d'amélioration ou des faiblesses que l'on pouvait identifier. Ensuite, il y avait un vrai enjeu de spécification. Ça rejoint un peu la revanche des contextes dont je vous parlais précédemment. Avoir un deuxième temps sur, quelque part, faire une revue des enjeux territoriaux pour bien ancrer la réflexion dans ce qui fait les spécificités de la région Nouvelle-Aquitaine et de ses différents territoires, puisque c'est une région extrêmement étendue. Et donc, de pouvoir peut-être aussi prioriser et faire des zooms sur des points de débat entre parties prenantes et effectivement identifier des priorités d'action. On en parlait ce matin, ce qui est souvent difficile, faire des choix, se recentrer sur des priorités d'action et finalement ne pas entretenir cette espèce de mythe que l'on pourra tout traiter, tout faire en parallèle de tout sur un temps relativement court. Donc partager l'existant, comprendre les spécificités du territoire, et puis du coup s'approprier l'objet CLS et ses démultiplications en projets territoriaux de santé, avec finalement l'idée de se dire qu'est-ce qu'on veut faire dans le prochain temps, qu'est-ce qu'on veut faire de ces CLS. Qu'est-ce qu'on leur donne comme objectif, au-delà de ce qui est donné par la loi, dans le cadre normatif, comment on veut les utiliser, comment on s'assure qu'on puisse les décliner à la bonne maille territoriale, qu'on ait déjà des modalités de pilotage qui soient pertinentes, voire peut-être des modalités aussi d'évaluation au fil de l'eau, ex post, pour pouvoir aussi être dans une logique d'amélioration et d'évaluation du dispositif. C'est l'idée qu'on avait ce matin, qui à notre sens est assez forte, c'est de se dire, avec un CLS, avec la signature d'un CLS, tout commence. Et donc comment on fait ? On se projette aussi dans le temps pour faire vivre, faire perdurer la dynamique CLS dans le temps et sur une période, un horizon de temps qu'on s'est donné. Première journée, du coup, vraiment orientée sur le contenu, sur le format de cet objet CLS. Et puis une deuxième journée, plus sur le comment, sur la méthode de co-construction et sur l'appui au territoire.
une fois qu'on s'est dit, voilà ce qu'on veut, voilà le produit de sortie qu'on veut avoir, voilà à quoi pourrait ressembler un CLS fort de l'existant, fort de nos spécificités, eh bien, il faut travailler sur la méthode pour co-construire avec les territoires. Puisque là, l'idée n'était pas tant de faire les CLS que de poser le cadre finalement de ces CLS. Et donc d'avoir à la fois une réflexion sur la méthode de co-construction, comment on pouvait travailler à la contractualisation, donc repartir de quel format de co-construction, quel type d'atelier on allait mobiliser, comment on allait s'y prendre pour faire la cartographie des acteurs, quel calendrier de travail, parce que tout ça c'est extrêmement important, de mettre dans un temps donné ce travail, et puis comme je le disais, embarquer dès l'amont la dimension évaluative du sujet. Une fois qu'on s'était posé sur la méthode de travail, se dire que le régional, voire le national avec potentiellement un appui de la DITP, restait en appui des territoires. C'est au territoire bien sûr de contractualiser, d'aller poser les CLS, mais il y avait l'enjeu de se dire comment on pouvait continuer à apporter un appui. Et là, on avait dessiné un appui un peu à tiroir, à 3 niveaux, de se dire qu'il pouvait y avoir un premier niveau de formation des équipes, formées à la facilitation, formées aux méthodes d'intelligence collective, aux outils, à la gestion de projet, à la méthode d'évaluation. C'est un premier niveau un peu de formation, un peu décorrélé du travail en lui-même sur les CLS, mais du coup de monter en compétence des agents et des équipes qui étaient à la manœuvre. Un deuxième niveau, plus sur là pour le coup, on rentrait un peu plus dans l'appui au cadrage territorial, territoire par territoire, voire un troisième niveau pour les territoires les plus en difficulté ou qui peut-être étaient un peu plus éloignés de la démarche, pouvoir avoir un accompagnement plus projet dans la durée de la démarche. Tout ça devait enfin, il y avait un troisième temps à cette deuxième journée qui était sur l'explicitation des besoins des territoires. Donc, on a réuni, on avait pris le parti de se dire on réunit 25 à 50 personnes représentatives des acteurs de la démocratie en santé sur le territoire. Et du coup, on est en capacité aussi d'avoir une première remontée de besoins des différents acteurs, et notamment des acteurs publics, pour justement bien calibrer le dispositif d'appui que l'on pouvait ensuite mettre en œuvre et donc activer ce dispositif selon les 3 niveaux que je vous décrivais juste avant. Donc vous avez ici un exemple parmi tant d'autres. Ça peut vous paraître peut-être un petit peu hors sol, mais l'idée c'est qu'on travaille quand même une méthodologie de travail qui permette de réussir le pari et qui permette aussi de donner au territoire les outils et les moyens de travailler sur les CLS et d'arriver bien sûr à la contractualisation, mais au-delà de la contractualisation, de délivrer dans le temps les actions identifiées et prioritaires. Tout ceci ne pouvant se faire et ne pouvant être source de succès et de crédibilité que dans le respect de 3 grands principes que je passe assez rapidement: la transparence, la participation et la redevabilité. Transparence à tous les niveaux, en amont du projet, sur le partage des informations, pendant le projet, et puis également aussi, bien sûr, après coup, dans le lien à la prise de décision, qui est un point extrêmement important. On réunit des gens pour travailler en intelligence collective. Ils ne sont pas forcément amenés à décider des orientations, ils sont plutôt là pour proposer. S'il y a une décision qui intervient dans un autre cadre, il y a un enjeu de clarté sur cette prise de décision et du lien à la prise de décision pour qu'il n'y ait pas de déception aussi des acteurs que l'on a mobilisés. Sur la redevabilité, je passe assez rapidement, il y a l'enjeu important quand même de pouvoir, pour les décideurs, mettre en visibilité la façon dont ils utilisent les résultats de ces temps de co-construction, pour pas que ça soit une boîte noire pour les gens qui y participent. Et puis l'enjeu aussi, bien sûr, de structurer des dispositifs d'évaluation de la démarche par les parties prenantes elles-mêmes.
pour que, voilà, c'est aussi de nature à créer un lien de confiance. Vous avez été associé à ces travaux, vous avez été associé à la co-construction. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour justement aussi enclencher une démarche d'amélioration continue de ces dispositifs de co-construction dans le temps? Et donc du coup, en contrepoint de tout ce qu'on s'est dit là, des ingrédients de ce cas d'usage-là, vous comprenez bien, et on l'a dit, Mehdi l'a dit, tout ceci nécessite une évolution de la posture de l'État, en centrale comme dans les services déconcentrés. Et l'idée, en cela, le CNR quand même a été assez symptomatique, puisqu'on en parlait à la pause du déjeuner. Le CNR a permis à la fois de mettre en visibilité des projets et des initiatives locales qui avaient peut-être été un peu perdus de vue d'un certain nombre d'acteurs, notamment au niveau régional ou national. Et puis, le CNR, avec toutes les imperfections de la démarche, a quand même aussi mis en lumière un début, ou en tout cas une volonté d'évolution de la posture de l'État. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un État qui est catalyseur de co-construction, qui est moteur de co-construction? Ça veut dire peut-être 8 nouvelles missions, vous les avez à l'écran, qui sont importantes à avoir en tête. Et finalement, quand on a écouté ce matin la nature des échanges, c'est intéressant de voir que ça résonne très fortement avec ces missions-là. D'abord, peut-être le point de dire qu'il faut accueillir et stimuler le désir de mobilisation de la société civile et des citoyens. On en a pas mal parlé ce matin. Il était question de structurer une cartographie de l'État. Il y avait aussi l'enjeu de se dire comment... de cartographie des acteurs sur le territoire. Ensuite, il y avait l'enjeu aussi de la place des associations et de la capacité à avoir pour interlocuteurs des associations un peu tête de réseau. France Asso Santé sur le champ de la santé est particulièrement légitime, mais on le retrouve sur d'autres champs de politique publique. Par exemple, sur le champ de la démocratie, vous avez une grande association qui s'appelle Démocratie Ouverte, qui est une fédération d'associations. Typiquement, ce sont des acteurs très intéressants parce qu'ils fédèrent un certain nombre d'acteurs et ils ont une capacité à embarquer un écosystème hyper large. C'est la même chose en termes d'aide au développement. Vous avez une association qui s'appelle Coordination Sud, qui fédère un certain nombre d'acteurs de la société civile sur ces enjeux de l'aide au développement et qui sont des interlocuteurs extrêmement intéressants pour les pouvoirs publics. Donc il y a un vrai enjeu, il y a un vrai premier enjeu sur cette capacité à stimuler et à créer finalement un désir de mobilisation des parties prenantes, société civile, acteurs privés, collectivités territoriales bien sûr. Ensuite, il y a, et c'était un point extrêmement important, c'était le témoignage de M. Roca ce matin, sur finalement le fait aussi que l'État doit accepter aussi de porter un plaidoyer et d'avoir des priorités d'action et d'être très clair sur les buts de guerre qu'il se donne. Et l'idée de ne pas aller chercher tout et finalement d'être au rendez-vous de moins et de créer des déceptions. Donc il y a vraiment cette logique de plaidoyer qui est très ancrée dans la culture de la société civile et que l'État pourrait s'approprier. Je l'ai dit, sur le côté accroître la transparence, sur dire mieux et plus sur le processus décisionnel. Madame Guillantou le disait ce matin, pour pas que les démarches de démocratie participative ou de démocratie en santé deviennent des démarches un peu de rationalisation a posteriori, voire de manipulation. Il y a un vrai enjeu de donner à voir le processus de décision, donner à voir comment finalement les démarches de co-construction ont alimenté et préparé la décision des décideurs publics. Un enjeu aussi extrêmement fort sur le cadre juridique pour permettre aux coalitions d'agir, vraiment d'agir, et pas simplement de poser un diagnostic. Comment on fait pour que la table ronde soit utile avec une finalité et qu'elle aussi elle se projette dans le temps. Et que effectivement, par exemple, pour revenir sur l'exemple des CLS, que la signature du CLS soit un point de départ et non un point d'arrivée. C'est le débat qu'on avait aussi ce matin avec Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, ça passe aussi par la construction d'espaces de débat plus ou moins formels. Alors là, on rejoint l'idée d'enchevêtrement, de superposition, de sédimentation d'un certain nombre de dispositifs. Sur le domaine de la politique de la ville, il y a l'urbaniste Jean-Marc Hoffner qui parle de fatigue de la gouvernance. Donc effectivement, ça peut créer une certaine fatigue, à la fois pour les acteurs publics, mais aussi pour les parties prenantes. Donc comment on arrive à rationaliser
à rationaliser ça, à mieux identifier finalement des niveaux, en fonction des niveaux de l'échelle locale, régionale, nationale, clarifier les compétences. Et c'était intéressant le débat ce matin avec l'exemple de la commune de Génie-les-Bains, avec cette idée d'un plan global territorial au niveau de la commune, et puis ensuite peut-être des spécialisations, plus on remonte en termes de niveau d'échelle. En tout cas, il y a un vrai enjeu de simplification. C'est dans le débat public actuellement avec le ministère de la Transformation publique qui est devenu aussi le ministère de la Simplification. Il y a un enjeu aussi de simplification de ces enchevêtrements et de rationalisation de ces espaces de débat pour être plus efficace là-dessus. Et de ce point de vue-là, on a aussi à balayer devant notre propre porte, hein, puisque l'exemple du CNR va un peu à l'encontre de ce principe-là. Par volonté de mettre beaucoup de force et de poids sur un dispositif, on en a créé un autre qui est venu quand même un peu en redondance et en surplus de tout le dispositif et de tous les dispositifs qui existaient déjà. Et puis enfin, l'enjeu aussi de partage et de circulation de l'information qui est tout à fait clé. Et donc derrière de tout ce qui va être lié à l'usage de la donnée pour que effectivement l'ensemble des parties prenantes soient alignées et partent d'un même point et pour pouvoir co-construire dans de bonnes conditions. Les asymétries d'information sont les pires ennemis de ces démarches de coalition d'acteurs. Certes, on pouvait dire qu'avant, l'information et le fait de garder des informations était un levier de pouvoir. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt l'inverse. Il y a vraiment un triptyque savoir, pouvoir, confiance qu'il faut installer et qui est extrêmement important pour réussir ces démarches et c'est dans cette perspective-là que l'État doit s'inscrire pour relever le défi. Je finis par un petit placement de produit, comme Madame Lafargue ce matin qui avait fait son petit placement de produit conseil régional. Vous l'avez compris, l'idée c'est que toutes ces démarches qui peuvent paraître un peu conceptuelles, elles s'appuient sur des méthodes, sur des outils extrêmement concrets. Mehdi a parlé du réseau des laboratoires d'innovation publique qui sont présents dans l'ensemble des régions et que la DITP anime, alors qui sont certainement déjà en synergie avec le laboratoire des ARS qui sont en proximité sur le champ santé. Mais du coup, ces laboratoires sont intéressants et sont porteurs de ces compétences méthodologiques et peuvent aider les acteurs sur le terrain à réussir finalement ces coalitions d'acteurs. Et puis de manière très concrète et à un horizon de temps extrêmement court, le 4 décembre prochain, la DITP lance son campus de la transformation. Donc c'est la mise en ligne de l'ensemble des compétences de la DITP qui sont incarnées par la DITP. Et donc vous retrouverez en ligne sur le site modernisation.gouv.fr l'ensemble des compétences de la DITP, donc en design de services, en sciences comportementales, en excellence opérationnelle, et également tout ce qui a pu être développé en termes de formation, d'outils, de méthodos, de guides pratiques sur la co-construction, l'intelligence collective, la facilitation, la capacité à organiser et à mener un dialogue de parties prenantes, avec des choses extrêmement concrètes, extrêmement prêtes à l'emploi. Donc n'hésitez pas, ça s'adresse plutôt d'abord aux agents publics bien sûr, mais ça sera ouvert à tous sur le site de la DITP modernisation.gouv.fr. Donc voilà, je pense que c'est aussi un espace de ressources, vous en parliez tout à l'heure en début d'après-midi, un espace de ressources complémentaires qui peut être très utile pour tous les acteurs de la territorialisation des politiques de santé. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, petite phase de questions-réponses si vous souhaitez. Pour les deux interventions précédentes, allez-y, n'hésitez pas à lever la main pour les courageux qui sont encore là. On a fait fuir tout le monde, c'est ça? C'est qu'il y a des gens qui habitent loin. Merci. Oui, merci pour vos interventions. Je m'appelle Arnaud Vigne, je travaille à Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, mais je représente aussi une structure ressources nationale qui s'appelle la Fabrique Territoire Santé. Le hasard veut que cette structure, dont je suis le vice-président,
organise à Nantes, avec la municipalité de Nantes, aujourd'hui même une rencontre sur les échelles territoriales des politiques de santé. Donc, qui a réuni une centaine de personnes. Et là, j'arrête pas de voir sur WhatsApp que visiblement, c'était très riche aussi. C'est des questions qui traversent tous les territoires. Les collectivités, les élus sont très préoccupés. Vous l'avez dit ce matin, enfin, c'est depuis quelques années, la crise sanitaire l'a accentué, maintenant quelque chose qui s'impose. La question ne se pose plus de savoir s'il faut associer les collectivités locales. C'est bien parce que moi je travaille dans une structure, ça va faire bientôt 20 ans. Quand je suis arrivé, la question des compétences légales, formelles, j'y vais pas, si c'est pas l'État, etc., était un argument quand même assez repoussoir. C'est plus le cas. Maintenant la question, c'est ce que vous posez là, hein, ce sont les conditions de cette coalition. Je voulais évoquer deux choses précises. C'est est-ce qu'on n'arrive pas au bout de ce que le contrat local de santé peut donner ? Je veux dire, avec la Fabrique Territoire Santé, mais même à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, je pense à Émilie de Saint-Paul, qui est de l'autre côté de la travée. On suit ce dispositif depuis le début. On a suivi les ateliers santé-ville, qui étaient un peu la préfiguration de ces dynamiques et de ces partenariats micro-locaux. Est-ce qu'on n'arrive pas au bout de ce que ce dispositif légal peut donner par toutes ces qualités qui sont le fait qu'il soit facultatif, subsidiaire, il permet quand même de peut-être traiter des angles morts sur des territoires, etc. Alors que là, tout ce que vous dites vise quand même une consolidation, pour moi, de quelque chose qui va au-delà, hein, qui est des espaces de débat, voire des parlements en santé, voire même des gouvernances, c'est ce on identifie à la Fabrique, des gouvernances partagées locales en santé. Et est-ce que maintenant, il ne faut pas imaginer un après ? Donc ça, c'est ma première question. Et secondo, est-ce qu'on ne met pas beaucoup de pression sur le dispositif et d'attente parce qu'on n'arrive pas à réformer aussi les espaces de démocratie sanitaire qui existent déjà ? Je pense à la CRSA, au CTS, je ne les critique pas, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à bouger de ce côté-là qu'on est en train d'avoir beaucoup d'attentes, peut-être au-delà de ce que c'est possible de mettre en œuvre via les contrats locaux de santé ? Et surtout, est-ce qu'on n'investit pas des dispositifs, des espaces qui sont aux mains des collectivités locales ? Et je pense en Bourgogne-Franche-Comté, j'ai suivi attentivement ce que vous disiez, le fait d'investir les territoires dits pays, en tout cas tels qu'on les appelait avant, ces territoires-là, ils ont des obligations en fonction du nombre d'habitants, d'avoir des conseils de développement et d'élaborer des SCOT, ou en tout cas de piloter des schémas de cohérence territoriaux. C'est assez rare que les enjeux de santé soient formellement traités dans ces espaces-là, sauf exception. C'est assez rare et c'est bien dommage. Et vous évoquiez, M. Elbot, ce matin, le fait que la santé est tributaire pour moins de 50% de déterminants des services de santé. Ça veut dire qu'ils sont à la main aussi de tous les autres services, et notamment que les collectivités, les EPCI peuvent porter. Donc, est-ce qu'on n'a pas quand même à investir, et je ne dis pas ça à la place de toutes vos réflexions et de ce que vous avancez, mettez en œuvre via les contrats locaux de santé, sur ces avancées dans les autres politiques que celles formellement de santé, pour arriver aussi à peut-être décongestionner, on parle de millefeuille, et avoir moins d'attentes sur ces dispositifs qui ont des qualités, mais c'est comme la plus belle femme du monde, on ne peut pas lui demander plus que ce qu'elle peut donner. Donc voilà, peut-être que l'image est mal trouvée, mais c'est celle qui m'est venue à l'esprit concernant les contrats locaux de santé. Merci, question très intéressante. Le CLS, je ne pense pas qu'il soit en fin de vie. Il n'est pas en soins palliatifs. Au contraire, je trouve qu'il se développe. Et je pense qu'il ne va pas disparaître tout de suite parce qu'on en a besoin et il sait s'adapter. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il a quand même une certaine souplesse qui fait que finalement, c'est quand même un outil que l'on peut adapter, modeler comme on le veut, avec l'ensemble ou les parties prenantes que l'on souhaite. C'est ce qu'on disait. Ce matin, le Conseil régional disait « Nous, on ne signe pas tous les CLS. Nous, chez nous, il les signe. » On a même une convention avec le Conseil régional. Et pourtant, on n'est pas sur des champs de compétences qui sont tout à fait identiques, encore que sur la formation aussi. Mais voilà, en fait, je trouve que l'outil CLS est vraiment tellement simple, tellement adaptable, tellement souple, qu'on va avoir du mal à s'en passer. Et puis, qu'est-ce qu'on mettrait à la place ? Mais en tout cas, certainement qu'il y a un besoin de s'adapter. On le voit depuis la création des ARS. De toute manière, c'est quelque chose qui est... Nous, on est à la 3e génération des CLS et ça se renouvelle sans arrêt. Et c'est bien, ce qui permet de le faire vivre.
Donc voilà, et puis sur... je ne me rappelle même plus quelle était la deuxième question. Je ne vous dirais pas que l'idéal, ce serait d'avoir vraiment une seule instance qui permette de tout avoir. Mais voilà, je pense qu'il faut être réaliste, on n'y arrivera pas tout de suite, même si effectivement on pourrait tendre justement à moins de réunionites. De toute manière, nous ne le cachons pas, c'est toujours les mêmes acteurs qu'on a autour de la table. Hein. Que ce soit en santé ou autre, on retrouve toujours les mêmes personnes. C'est pour ça que nous, on se sert des comités de pilotage des CLS pour essayer de porter en tout cas un maximum de sujets sur la santé. Pourquoi pas, hein, mais je ne pense pas qu'on soit encore prêt en France à avoir une seule instance qui traite tout, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on n'est pas prêt. Peut-être de manière un peu décorrélée du contexte santé stricto sensu, il y a peut-être l'enjeu de se dire, pour donner un second souffle à ce type de dispositif, ou en tout cas d'aller dans l'âge de la maturité ou la 4e génération, c'est peut-être de se dire, voilà, on en a beaucoup parlé, c'est le côté être en capacité aussi en amont de bien identifier des priorités et ne pas finalement laisser penser qu'on va pouvoir traiter un scope finalement trop large qui va créer de la déception de tous les acteurs. Donc comment on arrive du coup en amont à être plus focalisé et donc d'expliquer aussi ces choix-là, parce que forcément quand on est plus focalisé, on fait potentiellement des déçus. Et donc en amont, réussir à mieux expliquer et à mieux focaliser pour maximiser l'impact en amont. Donc ça, c'est en amont. Pendant la réalisation des actions, l'enjeu, c'est aussi peut-être de monter encore en professionnalisation sur les méthodes, sur les outils. Des choses très triviales qui correspondent à la manière d'animer, la façon dont on mobilise un certain nombre d'outils méthodologiques qui peuvent aider à ces travaux. Et puis, en aval, après coup, le sujet de l'évaluation, qui à mon sens est encore quand même relativement peu développé. Comment on arrive à mettre en place des boucles un peu vertueuses d'évaluation pour se dire on progresse, on avance, et ce qu'on a fait avant, il y a des choses bien, il y a des choses à améliorer, et du coup de ne pas avoir cette espèce d'effet que vous semblez décrire de dessoufflement ou d'avoir été un peu au bout du dispositif. Donc essayer d'injecter avant, pendant et après des choses qui vont faire passer finalement une nouvelle marche à ces dispositifs qui finalement marchent bien mais qui ont besoin aussi d'évoluer et de gagner en impact. Merci beaucoup pour ces interventions et réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ? Bon, très bien. Nous allons procéder à la clôture de cette journée par notre directrice générale adjointe, Cécile Tagliana. Merci Isabelle. Alors, on va faire une clôture très rapide parce que vous êtes déjà très courageux d'être resté jusqu'à ce soir. Merci beaucoup aux intervenants. Vous pouvez rester là, bougez pas. Donc merci beaucoup d'être venus. Pour ceux qui ont participé à tout le cycle, merci d'avoir contribué à tout cet effort collectif pour réfléchir ensemble, se former par l'action et l'échange. J'espère que vous avez bien profité de l'espace ressources dont on m'a dit que c'était très utile pour pouvoir avoir des échanges et des nouvelles idées. Donc je voudrais surtout remercier l'équipe qui a fait ça. Donc Isabelle, si tu veux encore remonter sur scène, et puis celles de l'équipe qui sont là, venir aussi sur scène, parce que c'est quand même une certaine organisation. Vous étiez nombreux et voilà, il a fallu organiser les tables rondes pour qu'il y ait des échanges. Venez. Il y a Karine Trouvé aussi. Karine aussi, ouais. Véronique, oui. Si. Voilà. Voilà, en fait, juste pour vous montrer que c'est une grosse mobilisation de l'ARS, parce que c'est le CLS en soi, mais aussi les CLSM, PTSM, etc. C'est des choses qui unissent aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans des domaines sectoriels de l'agence, mais qui vont utiliser ces outils à un moment ou à un autre. Et donc, voilà, c'est quelque chose de très transversal et donc qui est assez centralisé au cabinet pour ce qui est de la démocratie en santé et de l'animation. Mais voilà, pas que exactement. Et donc, on utilise toutes les ressources de l'agence.
compris les services civiques, qui nous aident bien pour la démocratie en santé. Donc, des collègues des services généraux, si ça marche. Oui, des collègues des services de la généraux. DD33 qui sont venus nous aider, merci beaucoup. Et les collègues des directions métiers que je ne vois plus trop là, mais si, il y a Laurent Coupez, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment un travail d'équipe de longue haleine et qui va se continuer même après la fin des séminaires, parce qu'on continue, on va devoir produire effectivement les outils réclamés pendant tous ces séminaires. C'est en cours. Merci à tous les collègues qui contribuent largement. Donc voilà, c'est la fin d'un cycle, mais c'est effectivement le début d'une mise en œuvre. Les CLS existent déjà et vous les mettez déjà en œuvre pour ceux qui participent ici. Mais voilà, c'est le début de l'utilisation des résultats de ce cycle de formation-action. Merci beaucoup à nos intervenants aussi extérieurs qui peuvent voir comment on peut interagir en Nouvelle-Aquitaine et peut-être que ça peut vous donner aussi des idées pour capitaliser. Et donc, bon retour à vous dans vos départements respectifs ou sur Bordeaux. Merci beaucoup. À bientôt. Bon retour. C'est super intéressant. Merci beaucoup à vous. On va bien remercier tout le monde. On n'a pas le temps. C'est super. Et bravo à Cynthia.